Coucou les filles, ça me fait un bien de fou de pouvoir vous parler. Il est Noël aujourd'hui et voilà, comme j'ai pas beaucoup de famille à visiter, ça me fait beaucoup de bien de pouvoir parler avec vous. Et déjà, je vais rentrer assez vite avec la porte. Je vais rentrer par la porte. J'espère d'ailleurs que vous allez bien. Cet appel, je vais vous envoyer ça, ce call, je vais vous envoyer ça. Tout ça va se passer en français. Je vais vous envoyer ça. Et après, si vous avez des questions par rapport à ça, vous m'envoyez un petit message dans le groupe privé, comme vous voulez, et on en discute de nouveau. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien parler du thème orange. Et l'orange, si tu vois ça dans le système chakra, c'est le utéro, c'est l'endroit où tout commence. Et j'aimerais bien parler de cela. Qu'est-ce que je peux dire encore? Ah oui, il y aura évidemment j'adore parler en français, puis il y a des mots que je vais probablement pas connaître. Je fais de mon mieux d'évoluer dans la langue française aussi. C'est une langue que voilà, il n'y a pas de mots. J'adore cette langue. Alors, je suis très contente de pouvoir faire ces appels en français aussi. Et c'est une langue que j'ai douté encore de parler avec mes enfants, mais j'ai choisi à la fin pour l'espagnol car c'est pas l'espagnol, on a, on n'a pas d'office dans l'école et le français, oui. Et c'est pour cela que j'ai choisi pour l'espagnol. Ça, c'est la petite historique pour pourquoi j'adore pouvoir parler en français aussi. Alors, je vais déjà partager l'écran. Je vais de temps en temps. Alors, la façon dont je le fais, j'ai pris des notes. Les notes, je vais les regarder lors qu'on fait l'appel. En même temps, je vais partager l'écran pour pouvoir faire comment dire, oui, c'est quoi ça? Oh, voilà. C'est très live tout ça. Je vais partager l'écran. Voilà. Et maintenant, je vais aller ici. Voilà, ça c'est le projet. Ça c'est ici. Au fait, là, ce que j'utilise, ça s'appelle Goodreads. C'est très intéressant. Si à un moment donné, vous décidez de donner des formations aussi, ou ça ne doit pas être des formations, si vous allez quelque part et vous avez besoin d'un Geheugensteuntje, quelque chose qui vous aide à noter des choses. Le Goodreads, ici, je vous conseille alors aussi de le acheter avant la fin d'année, car maintenant, c'est une fois qu'on paye et après, ça peut être un peu plus cher. Alors, moi, j'ai ici au-dessus, j'ai plein de choses comme training, Lotus Sport, des projets, la musique de Inner Dance. Alors, ça, c'est aussi quelque chose de personnel. Le Breakfast Talks, ça, c'est quelque chose que je vais faire euh, un peu plus tard. Alors, maintenant, je vais ouvrir quelque chose, hein. Voilà, ici, une page. Et, ah non, je vais seulement. Comment est-ce que je peux faire? Désolée, j'essaie de découvrir aussi. Voilà. Euh, Quick Note. Voilà, ça c'est pour vite pouvoir écrire des choses dessus. Alors, on va appeler ça orange et je vais utiliser, euh, peut-être, ça serait bien d'avoir la couleur orange. Orange. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va essayer que ça soit un peu clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas après de m'en parler, de m'envoyer un petit message. Alors, avant tout, pour faire l'introduction de la couleur orange, je vais vous partager quelque chose de mon expérience. Euh, on est pour l'instant à l'achat d'une maison. Et de nouveau, enfin, c'est une autre maison. Et je me suis dit, c'est quoi le potentiel? Quel est le potentiel de moi? Quel est le potentiel d'un être humain? Et c'est quelque chose dont j'ai réfléchi pendant quelques jours déjà. Je vais mettre un peu plus de lumière ici. Et
là, tout à l'heure, j'ai comme eu un clic que je vais partager avec vous. Alors, le potentiel d'un être humain. Si on retourne quand on est, parce que ça c'est l'orange, on retourne à la source, on retourne euh, au début de notre existence, que c'était dans le utéro de nos mamans. Et alors, si on voit, je vais faire des petites pointes, ça sont, disons, les neurones. Je vais faire ça assez simple, hein. Ça sont des pions, des neurones qui se trouvent dans notre cerveau. Et on grandit, on entend des choses, et alors on essaye toujours de comprendre le monde comme être humain, comme bébé. On essaye de comprendre de tout ce qui est unité, de tout ce qui est tout. On essaye de comprendre. Et alors, dès qu'on bouge et on touche par exemple un GSM, on touche quelque chose, le mur, on sait, ah, ok, voilà, on essaye de comprendre ce que c'est et de dire, ah, ok, ici, il y a les limites. Et ça, on essaye de comprendre pour nous donner aussi, de nous localiser, de où est-ce qu'on se trouve ici dans le monde. Alors, dès qu'on bouge et on touche des choses, il y a une compréhension dans le corps, il y a une information qui rentre dans le corps. Et cette information, elle va nous créer des pensées. Et c'est ça qu'on appelle ici les synapses. En même temps, ça fait une connexion. Il y a une connexion entre les neurones qui se passe. Et alors, ça, c'est une chose qu'on connaît. Ben voilà, on sait, ça c'est un mur, on ne sait pas passer. Le plus qu'on répète cette pensée, le plus qu'on répète ce mouvement, le plus fort que le synapse va se faire. Simplement tout expliquer, hein. Alors, on devient, tu vois, on fait plein des connexions, plein de connexions, beaucoup de connexions. Et alors, on grandit. Et c'est chaque fois avec des connexions qu'on essaye de comprendre qui est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se localise, comment est-ce que le monde est fait pour pouvoir on veut comprendre le monde, évidemment. Et alors, on fait souvent un miroir, parce que c'est ça que Jacques Lacan, qui est quand même un francophone de la France, c'est un psychoanalyste. Je vais écrire son nom ici, Lacan. Jacques Lacan, à un moment donné, il a dit, ben voilà, nous, pour nous comprendre, on fait le miroir. On essaye de voir avec les gens qui sont autour de nous, on essaye de nous comprendre à nous-mêmes. Et c'est-à-dire que dépendant de ton environnement, tu vas te percevoir à toi. Et tu vas créer des liens dans ton cerveau. Et tu vas dire, OK, voilà, ça c'est moi, je suis constituée, c'est moi. Et après, alors si on comprend comme cela, si on va avec ça, que on voit le monde par rapport à ce qu'on a vécu. On- les, les, les connexions, oui, c'est quoi ça ici? Les connexions neurales, c'est comment on voit le monde. Alors, dépendant de comment on a fait les synapses, les connexions, on va voir le monde. On va penser, on est ça. Mais comme vous pouvez voir, il y a aussi encore tout ça. Il y a encore tous ces neurones qui ne sont pas utilisés, les neurones qui n'ont pas fait les synapses. Et en fait, pour moi, ça, c'est le potentiel. Et ça, c'est le potentiel de qu'est-ce qu'on peut encore être. Ça, c'est ici tout le vide qui n'est pas utilisé. Mais on croit qu'on est ça, et il y aura une partie, hein, quand ça nous convient. Mais il y a encore tous ces autres billions de neurones qu'on n'utilise pas. Et avec cette étude de Inner Dance, on va découvrir cette partie-là. Ça, c'est pour un peu d'intro euh, de qu'est-ce qu'il y a encore, qu'est-ce qu'on peut, en comprenant comment le cerveau fonctionne, en comprenant comment l'être humain fonctionne, en comprenant comment le monde peut exister ou quelles étaient les pensées d'avant, on va nous comprendre à nous. Et on va voir où est-ce qu'on se situe. Et on va comprendre ce qu'on est maintenant, ce qu'on croit qu'on est. Et on va aussi avoir une ouverture au niveau du potentiel qu'on a. Voilà. Et
ça correspond à l'orange. Et pour terminer mon petite histoire de la maison, parce que c'est comme ça que tout est venu, moi, je me suis dit, à un moment donné, la banque, elle a dit non. Elle a dit non parce que vous devez faire trop de rénovations, ça va être trop, trop cher, hein. C'est quand même beaucoup. Il y a cet emprunt qui va être fort. Et alors, évidemment, moi, j'étais triste. Je dis, oh non, c'était la maison de mes rêves. Je me voyais déjà dedans. Je pouvais faire des séances in a dance là. Je pouvais faire comment on appelle ça, les trainings là-dedans. Et avec ce cerveau ici, avec les synapses que je connaissais, c'est non. J'ai beaucoup de chance avec un environnement. Mon meilleur ami, que c'était le papa qui était décédé, c c'était un architecte. Il avait déjà vu cette maison aussi. Et alors, eux, ils sont ici dedans. Eux, ils ont des synapses, ils ont des connexions neurales que moi, je n'ai pas. Et alors, j'avais le choix, soit je reste ici, dans mon vieux cerveau, soit je m'ouvre un petit peu à voir, mais attends, qu'est-ce que vous dites là-dessus? Est-ce que je suis prête à voir ça aussi ou est-ce que je reste coincée sur ce qu'il y a ici? Et alors, j'ai eu plein de conversations avec mon meilleur ami, que c'est Olivier, et avec sa sœur Anne, qui est architecte, qui est d'ailleurs spécialisée dans tout ce qui est rénovation des propriétés héritaires. Donc, c'est comme ça que c'est un bâtiment un peu classé. On ne sait pas faire tout avec. C'est pour ça que l'isolation va être très compliquée. Mais elle nous a parlé aujourd'hui pendant 1 heure. Hier, j'ai eu Olivier pendant 2 heures en ligne. Il y a quelque chose qui a commencé à changer chez nous. Et d'un coup, on se sent, voilà, on retourne à la banque et on va donner des autres arguments. Grâce au potentiel qu'il y a ici, j'ai changé ma façon de réfléchir et maintenant je pourrais répondre à la banque d'une autre façon. On va le faire en phase. La consommation est importante et on va parler plutôt comme ça. Ça, c'est le nouveau cerveau qui s'ouvre, le potentiel qui s'ouvre. Et je suis capable d'ouvrir à cela, car je fais cette étude Inner Dance parce que je sais qu'il y a tout ce potentiel qui est encore là, qui peut nous aider à avoir un potentiel beaucoup plus important dans cette vie. Voilà, ça, pour faire l'introduction de l'orange, parce que l'orange, qu'est-ce que c'est? Orange, c'est euh, je vais le faire un peu plus grand, c'est sentir, hein. C'est sentir. Il y a un principe dans les inner dance de l'orange qui s'appelle régresser. Régresser, j'espère que je ne fais pas de faute d'orthographe. Régresser, euh, euh, c'est progresser. J'espère que c'est avec double S, enfin. Ça, c'est un principe dans la inner dance qui est très important. Et vous allez voir pourquoi après cet appel de ce call d'aujourd'hui. Et alors, il y a une valeur dans cet orange. Et la valeur, c'est birthing, naître. Qu'est-ce qui en vous qui veut être né? Euh, et il y a comme un statement qui va derrière, qui dit, moi, je suis capable de créer les conditions pour avoir mon plus haut potentiel. C'est-à-dire, moi, je vais me faire naître à moi. Et pas seulement avec mon passé, que c'est mon old brain, le vieux cerveau. Je veux avoir accès à le new brain. Alors, je vais faire naître ce new brain. Et à un moment donné, on va faire la combinaison. Parce qu'ici, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup d'expérience. On peut compter sur cela aussi.
Mais pour utiliser tout le cerveau, le potentiel du cerveau, voilà, on va une fois retourner et nous faire naître. C'est pour ça que l'orange, oups, c'est quoi ça? Ouais, l'orange, c'est naître. Euh, L'orange, c'est aussi découvrir ce que signifie être seul ensemble. Dans cet espace de l'orange, tout est un. Seul est tout un. Et en français, j'ai pas trouvé quelque chose pour correspondre à cela, mais en anglais, on dit alone. En fait, ici, il y a le all one. Euh, on n'est jamais tout seul. Et qu'est-ce que ça signifie être seul? J'avais une fille qui était dans la formation de 3 jours en juillet et elle disait, elle était toujours dans la, je veux plaire à tout le monde, je veux que tout le monde m'aime, je fais aussi plein de choses pour tout le monde, pour qu'ils viennent. Et maintenant, elle a dit, après la formation, et elle m'a envoyé un petit message hier, que pour la première fois dans sa vie, elle voulait fêter euh, Noël seule. Mais elle dit, je me sens pas seule. Parce qu'elle voyait quelle est la source. Alors, naître ou orange, c'est parler à la source. C'est la source. Euh, dans la partie orange, vous savez bien qu'on adore la philosophie. Et il y a la phénoménologie. Phén- non, mais non. Phém- wacht, phénoménologie. Est-ce que c'est avec une IE ou un Y? Je pense comme ça. C'est une approche philosophique et c'est axé sur l'étude de la conscience et d'objets d'expérience directe. Alors souvent, dans tout ce qui est science, c'est objectivité. Mais ici, dans la phénoménologie, on, euh, on étude euh, la conscience et ses objets d'expérience directe. Très euh, subjectif. Il examine la manière dont nous percevons et interprétons le monde qui nous entoure et ça tente de comprendre les significations les plus profondes de ces expériences. Ouais, comme ça. Euh, il s'agit de la manière dont nous vivons subjectivement nos expériences. Alors, pas objectivement, mais subjectivement, nos expériences personnelles et de la manière dont ces expériences façonnent notre monde de vie. Alors, l'inner dance est une pratique, c'est axé sur l'exploration de la conscience et de l'énergie à travers la musique, la respiration, le mouvement. Et dans le contexte de la phénoménologie, à un moment donné, enfin, je sais pas, ça a été toujours très compliqué pour moi de prononcer ça. Avec les mots, mais phénoménologie. Je suis contente que ça sort relativement bien pour l'instant. Euh, L'inner dance est étudié pour comprendre cette pratique, affecte notre esprit, notre pensée, mais aussi notre corps. Alors, il explore, la phénoménologie explore comment Inner Dance nous aide à atteindre les couches plus profondes de notre conscience et comment nous pouvons interpréter ces expériences. On va entrer dans l'observateur. On va entrer, on va essayer de voir par un œil de l'observateur. Euh, Dans ce contexte de l'orange, l'inner dance est considéré comme un moyen
d'explorer la phénoménologie de l'esprit, de la cognition et du corps. Et cela signifie que l'inner dance est utilisé pour explorer comment notre esprit, notre pensée et notre corps travaillent ensemble et comment nous pouvons comprendre et interpréter en profondeur ces expériences. Et alors, on a un mot qui correspond à la phénoménologie et ça s'appelle bracketing. Et c'est quelque chose qu'on utilise souvent euh, quand on fait des conversations en inner dance. En fait, le bracketing consiste à regarder une situation sans jugement, ni idées préconçues, afin de pouvoir pleinement comprendre l'expérience. Alors, il s'agit d'une partie importante de la phénoménologie du mouvement philosophique. Suspendre son jugement signifie mettre de côté son jugement sur le monde naturel et se concentrer sur l'analyse de l'expérience elle-même. Vous essayez de supprimer toutes les associations, hypothèses concernant un objet. Et euh, quand j'essaye oui, d'expliquer, oui, j'ai déjà utilisé beaucoup, j'ai pas écrit beaucoup. Je vais essayer de le agrandir un peu plus. On compare ça souvent avec, je vais essayer de signer de nouveau, voilà, le utérus, ouais. Le bracketing, c'est comme un oignon. On a euh, toutes des couches, disons que ça sont toutes des couches autour de l'oignon. Et on essaye, en fait, parce que toutes ces couches, ça peut être des jugements. Un jugement que vous avez construit. Vous pouvez facilement le voir quand quelqu'un vous dit quelque chose dans une séance ou qu'un ami vous parle, il y a tout de suite un jugement. Est-ce qu'on peut écouter la personne sans juger? Parce que le jugement, ça vient de nos expériences. Mais est-ce qu'on arrive à enlever tous les jugements pour arriver à l'essence des choses? Et c'est ça, en fait, quand on fait ça, ça s'appelle bracketing. Quand on enlève tout ce qui est jugement, c'est le bracketing pour arriver à voir réellement ce que c'est l'expérience. Euh, je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue euh, il y a quelques mois, je pense. C'était en septembre, octobre, novembre, décembre. Euh, je, j'ai eu une expérience qu'on peut appeler, voilà, une expérience que j'étais dans la voiture et je conduisais avec ma fille à Anvers pour aller chercher un violon. Elle est toute petite, alors il faut qu'on aille chez quelqu'un qui fait ce genre de violon. Et je m'étais trompée de route pour aller à Anvers. Et alors, mon GPS faisait comme un signe comme ça, tu vois, qu'on doit faire. Moi, j'étais ici avec la voiture, je devais faire tout un tour de nouveau pour arriver à bon endroit. Et alors, je dis, ah voilà, mais ça se ressemble à une fleur. Ça se ressemblait un peu à une fleur. Et ma fille, elle me fait la question, elle est derrière dans la voiture. C'est, ça existe, les fleurs. Évidemment, quand on est dans l'étude de Inner Dance, est-ce que ça existe une fleur? Ça n'a plus, on répond plus comme avant, avant, avec mon vieux cerveau. J'aurais dit, mais évidemment que ça existe, hein. Tu vois, tout le monde m'a dit que ça existe. Euh, et voilà, je réponds sur ce que je connais. Mais alors, quand on étude Inner Dance, et on sait que chaque question, elle est très importante, et on n'essaye pas de mettre nos jugements ou nos expériences euh, dans l'esprit de quelqu'un d'autre, on essaye d'ouvrir un maximum. Et je me, je me suis posé la question, OK, elle me pose la question, est-ce que les fleurs
Je vais essayer. Voilà. Est-ce que les fleurs existent? Et alors, je dis, en fait, laisse-moi réfléchir. Comment je vais répondre ici? J'aurais pu facilement dire, ben oui, on les voit. Mais après, je dis, mais ici, on les voit pas. Parce que ça, c'est l'inédence. On va se poser des questions. Si je ne vois pas cette fleur, est-ce qu'elle existe alors? Si mes yeux ne voient pas la fleur, est-ce qu'elle existe alors? Et pendant que je suis en train d'entrer dans ce trou, en train de poser des questions, ok, alors si la question que je me posais, c'était, si je les vois pas, si on les voit pas, est-ce qu'elles existent alors sans les voir? Et qui est-ce que voit les fleurs? Est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Et alors, je posais la question, je me posais la question, l'observateur, c'est l'observateur qui observe. C'est quoi l'observateur? Et qu'est-ce qu'il observe? Et pourquoi est-ce qu'il observe? Et pendant que j'étais dans ce truc, je sens que je suis, disons que voilà, ça c'est la- c'était la E19, je pense que j'étais dessus. Ici, il y a un tunnel. Et pendant qu'on roule avec la voiture, je sens que je suis sortie de mon corps. Et je prends une place de l'observateur, je pense. Après avoir réfléchi, j'essaie de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé là-bas, où est-ce que j'étais à ce moment-là, est-ce que c'était moi d'ailleurs. Et je me suis dit, après, voilà, ça c'est l'observateur. J'avais une vue où je pouvais prendre place à le siège de l'observateur quelque part. Et j'ai vu plusieurs choses. Et une des choses, c'était le monde. Euh, je voyais, si on voit ici les synapses, ce sont des croyances qu'on a, des choses qu'on a découvert dans le monde, une partie des choses qu'on a découvert dans le monde. Et alors, je voyais notre planète et je voyais, très difficile à expliquer, mais je voyais chaque être humain sur la planète. Et je voyais, disons que tous les synapses, mais pas seulement dans la tête, je voyais les personnes remplies des, comme j'observais à ce moment-là, les conditionnements. Et parce que c'est ça, ici, tous les synapses, c'est le conditionnement, c'est ce qu'on croit qui existe. Et alors, pendant que je voyais ça, je rigolais un petit peu. Je dis, oh wow, c'est fou comment j'ai pu oublier qu'un être humain, ça existe de beaucoup des conditionnements et qu'on croit qu'on est cette personne, mais ce sont que des, du conditionnement par rapport à une vie qu'on a vécue ou ce qu'on croit qu'on est. Et alors, ça, je voyais, et en même temps, je voyais euh, moi-même dans une voiture rouge. Enfin, je voyais ici la voiture, j'ai une voiture rouge. Euh, et je me voyais avec ma fille derrière, et c'était juste avant le tunnel. Et je commençais à avoir peur. Je dis, oh waouh, cette voiture, elle roule. Moi, je ne suis pas dedans. Euh, je dois retourner, je ne sais pas comment. Mais après, je faisais la réflexion. Je dis, mais en fait, regarde ce conditionnement. C'est ça qui nous garde en vie. C'est ça qui nous... Le conditionnement fonctionne très bien. C'est grâce à ce conditionnement. Oui, en orange. C'est grâce à tout ça que moi, je sais conduire. Je sais parfaitement quoi faire. Mon corps sait quoi faire. Euh, moi, j'observe en fait la partie qui ne fait pas partie du conditionnement.
ou cette partie qui est dans le conditionnement, qui est derrière le conditionnement, qui est aussi présente dans le conditionnement. Évidemment, moi, je vais donner un nom à cela. Et je dis, mais c'est quoi alors? Et je me suis dit, c'est la conscience. C'est la conscience. J'ai eu comme une vue ou une perception, enfin, un accès à cet observateur. Et à ce moment-là, que je me rendais compte, mon corps sait parfaitement quoi faire, je ne dois pas avoir peur. C'est le vieux cerveau qui sait parfaitement qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Elle conduit depuis, ce corps conduit depuis 20 ans, ou même plus maintenant. J'oublie toujours mon âge un petit peu, mais déjà, il sait quoi faire. Je suis en sécurité, il n'y a aucun souci. Euh, et alors, à ce moment-là, je retourne dans mon corps et je me vois, enfin, je retourne dans mon corps. L'op- La vue, l'observateur était de nouveau ici, avait la vue dans mon corps même. Si ça, c'est pas trop clair, je peux comprendre. Envoyez-moi de messages par rapport à ça. Ou peut-être je vais essayer d'expliquer cela un peu mieux là tout à l'heure avec l'étude qu'on va faire aujourd'hui. Et je me trouvais de nouveau dans la voiture avec le volant dans mes mains. Et alors, je savais plus quoi faire. C'était comme la conscience un peu pure qui était dans le corps, qui avait l'expérience, mais la conscience qui n'avait plus l'expérience, qui n'a comme pas eu l'historique de ce conditionnement. Mais quand je me suis dit de nouveau, tu sais comment faire ça, tu as fait ça autant des années, j'ai conduit de nouveau. Mais évidemment, j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'asseoir avec cette expérience. Après, j'ai fait ça à ce moment-là. Ma fille qui parlait, les moments entre nous savent comment c'est. Ça parle, mais c'était une expérience assez dingue. J'avais l'impression que ça prenait toute une vie. Mais quand même, quand au moment que je suis comme, euh, que la place d'observateur était ailleurs, et au moment que je suis de nouveau rentrée, c'était au même moment. Moi, et j'ai vu ça parce que j'étais pas encore entrée dans le tunnel. Alors, c'est quelque chose qu'il y a là avec un laps de temps. Et je voulais vous partager cette expérience parce que ça a à voir avec l'orange. Alors, la conscience est toujours présente. Allez, disons, j'avais une vue, j'étais l'air, j'étais plus la personne, mais cette partie, elle est aussi présente dans le corps et dans chaque corps, pas seulement les corps humains, c'est présent partout. Et ça grandit en nous. Le plus qu'on essaye de voir ce que c'est le conditionnement et de voir quel est le potentiel, euh, quel est le nouveau brain, le new brain, euh, le plus qu'on va donner accès à la conscience, ça va devenir plus grande. Euh, Elle est toujours présente, elle a toujours été là. Euh, on pense qu'elle est séparée, qu'elle est quelque part d'autre, mais elle est en nous. Nous, on a une vie maintenant sur notre corps humain, avec le conditionnement qu'il y a, mais il y a plein plus de choses. Et cette étude va nous aider à ouvrir cela. Euh, et quand on facilite une séance, et pas seulement ça, parce que je peux parler, cette étude, c'est pas seulement pour devenir ou être ou euh, des facilitateurs dans Inner Dance, c'est aussi comment on peut vivre la vie, comment est-ce qu'on peut parler à quelqu'un. Mais dans une séance, quand on parle avant à les corps qui vont se coucher, on essaye de parler à quelqu'un comme si cette personne était bien plus qu'un simple, et simple, je veux pas dire ça d'une façon péjorative, mais un être humain. Parce qu'il y a une intelligence là derrière, il y a cette partie de l'observateur, il y a une conscience qui est là-dedans, qui observe. Et lors des séances, on sait voir ça quand un corps commence à bouger.
c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui réagit et non la personne elle-même. C'est comme couper à travers des couches. Ici, voilà, ça c'est le bracketing. Ça c'est couper à travers les couches du jugement ou de ce qu'on croit qu'on est. Ça, ici, tous les synapses qu'on croit qu'on est, tous ces conditionnements. Et parler directement à son cœur. Parce que le utéron aussi, ou l'oignon, c'est le cœur de tout. Comme si cette personne était un univers entier. Ce qu'elle est, la personne. Et on parle à la personne de cette façon-là. C'est peut-être quelque chose dont un bébé rêvait avant de recevoir son nom, ou d'avoir une histoire, des émotions et un traumatisme. Lorsque la personne disparaît un instant, l'énergie qui écoute demeure. Si le corps se met à bouger, par exemple, lors d'une séance, on peut le voir, ça on voit souvent, un doigt qui commence à bouger, ou un bras, ou une jambe, c'est quelque chose de plus profond en lui qui réagit. Ainsi, lorsque vous parlez à un corps, vous ne parlez souvent pas à l'esprit de quelqu'un, mais directement au corps et la sagesse du corps. La musique est l'un des moyens le plus direct de communiquer avec l'énergie et le corps. Et c'est ce qui signifie la phénoménologie et le bracketing. C'est un exemple de phénoménologie car vous essayez d'atteindre l'expérience directe de la personne. Le bracketing, euh, le bracketing, c'est c'est appliqué en mettant de côté tous les préjugés et hypothèses pour rendre possible cette pure expérience. L'essentiel, l'essentiel est que des questions simples peuvent transformer le rôle d'un enseignant et celui d'un facilitateur. Enseignant fournit des informations, tandis qu'un space holder ou un facilitateur pose des questions pour faire ressortir les informations dont dispose déjà quelqu'un. Ce processus, appelé développement, est comme une révélation. Cela vous montre quelque chose qui toujours a été là, mais que vous ne pouvez pas voir à cause de ce que vous savez déjà. Disons que ça, c'est le conditionnement. Ça, c'est ce que vous savez déjà. Et là, il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est plus vous en savez, moins que vous savez réellement. Mais quand on ne sait rien, les choses deviennent connaissables. En posant certaines questions, un facilitateur peut obtenir ce niveau de perspicacité. Je pense que ça, c'est le mot que je voulais utiliser. Construire un contexte signifie créer et entretenir un espace. Et les questions sont le meilleur moyen de maintenir ce contexte. Alors, l'utérus, ouais, hop, voilà, l'utérus, ce qu'on a ici, ou le oignon, a été vécu à beaucoup de reprises dans Inner Dance. Et le utérus sert de métaphore pour, enfin, on a le utérus sert comme la source de core. Core, ça, je ne sais pas trop bien. On peut peut-être traduire comme noyau. Euh,
Mais c'est aussi le cœur de toute chose parce que il n'y a pas, en fait, c'est le utérus qui est le cœur. C'est le milieu de tout. Alors que c'est le cœur de toute chose, de toute chose. Euh, et au cours du processus d'inner dance, de nombreuses personnes partageaient qu'elles étaient de retour dans le ventre de leur mère et qu'elles avaient vécu leur propre naissance, revivant l'expérience d'être prises en charge par leur mère et voyant leur vie du début à la fin. Et la chambre utérine est alors ressentie comme un état vibratoire dans lequel la conscience rappelle que rien ne finit vraiment, puisque la fin nous ramène au point de départ. L'utérus ressemble à un oignon, uniquement au sens figuré, hein. L'utérus n'a pas de centre, c'est un centre des centres. Et dans de telles expériences, nous récoltons des connaissances approfondies sur nos origines et le nombre infini de modèles qui traversent l'existence. Chaque fois que l'espace sombre est revisité, une autre couche du corps-esprit est décollée, révélant différents aspects du cerveau, du langage et de l'énergie. Et lorsque vous arrêtez de penser, l'énergie circule. Nous appelons cela le système d'interprétation. Ça, je vais peut-être noter. Alors, le système de interprétation. Euh, Dans le modèle d'Inner Dance, vous enseignez cela vous-même aux autres. Et aujourd'hui, on va examiner la relation entre le magnétisme et l'électricité, car le magnétisme est lié au trou noir. Et le magnétisme est lié au trou noir et se produit dans le processus d'Inner Dance. Euh, Oui, voilà, ça on dessine déjà. Disons que ça c'est le magnétisme. Le magnétisme descend et l'électricité augmente lorsque le magnétisme est faible. L'électricité monte lorsque le magnétisme est faible. Alors, euh, ça c'est ce qu'on utilise dans le inner dance pour montrer comment l'inner dance se passe. Euh, Qu'est-ce que je peux dire encore là-dessus? Euh, Dans un espace sans temps, ça c'est le trou noir où il y a beaucoup de magnétisme, il n'y a aucune notion du temps. Cela peut se produire lors d'une séance d'inner dance. La lumière est une onde électromagnétique, et ce qui signifie que le magnétisme et l'électricité se transforment l'un en l'autre. Ça, en fait, c'est une visuel sur la lumière. Ça, c'est la lumière. C'est une onde. Ça, en fait, ça représente l'onde électromagnétique. L'instant, je vais changer la page. Alors, qu'est-ce que c'est l'espace sans temps? Espace sans temps signifie une expérience dans laquelle vous n'avez aucune notion du temps. Cela peut se produire lors d'une séance de inner dance où vous êtes si plongé dans la méditation ou la transe que vous perdez complètement la notion du temps. Vous l'entendez souvent, les gens qui vous disent après une séance, oh là là, il y a déjà 1 heure qui s'est passée, 1 heure et demie, je pensais que c'était que 10 minutes. Ça, c'est l'espace sans temps, c'est le magnétisme, c'est le trou noir.
Et la lumière, comme onde électromagnétique, ça veut dire que la lumière est constituée, ici, on voit ici en bas, des ondes électromagnétiques. Elle possède à la fois des propriétés magnétiques et électriques. Et le magnétisme et l'électricité peuvent se transformer l'un en l'autre. Alors, les états de conscience, ça on peut peut-être encore mettre. Je vais peut-être coucher ça. Ça, je peux écrire mieux. Voilà. Euh, les états de conscience. Conscience. Voilà, les états de conscience. On a différents états de conscience. On peut être, euh, comment on appelle ça, réveillé ou éveillé? Éveillé? Éveillé. On peut être, on peut dormir, on peut rêver. Ça sont tous il y a encore plus, bien plus, des différentes euh, états de conscience. Et le sommeil sert d'intermédiaire entre l'éveil et le rêve. Et ça signifie aussi qu'il s'agit d'un état de transition. Le lien est donc que lors d'une séance de inner dance, vous pouvez entrer dans un état de conscience profond où vous perdez la notion du temps. Et ceci est similaire au fonctionnement de la lumière comme une onde électromagnétique. Car quand... essayez de me suivre là, hein, parce que ça peut être un peu compliqué, mais si ça sont des états de conscience, et la lumière, il y a, si c'est similaire, les états de conscience, comme la lumière, car le fonctionnement de la lumière, c'est aussi le magnétisme et, enfin, le magnétisme et l'électricité qui se transforment l'un en l'autre. Tout comme nous avons différents états de conscience, la lumière change également de forme. Lorsque vous approchez d'un trou noir, vous y êtes attiré. Tu ne sais pas t'échapper, tu es attiré par le trou noir. C'est la partie la plus magnétique de l'univers. Il y a des films comme Interstellar. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est un film magnifique qui s'appelle Interstellar. D'ailleurs, j'utilise souvent dans mes séances la musique de Hans Zimmer, qui a fait le sound de ce film, entre autres, de Interstellar. Et j'utilise souvent la musique Interstellar pour les séances. Mais si vous voyez le film Interstellar ou Inception, peut-être vous connaissez celui plus, quoique vous êtes encore très jeune. Ça, c'est un assez vieux film. Montre des souvenirs et des expériences infinies. Le trou noir signifie qu'on entre dans différentes dimensions. Alors, la mort, c'est un état de conscience. Ça, je vais enlever. Ça vaut la peine, hein, ce film. Et ça vaut aussi la peine d'aller voir Hans Zimmer qui vient en novembre, décembre à Forêt Nationale à Bruxelles. Euh, moi, je vais y aller. Euh, alors, qu'est-ce que je disais? La mort est un état de conscience. Lorsque vous mourrez, votre conscience ne disparaît pas, mais augmente. Être éveillé signifie être conscient, mais il existe aussi un état de conscience appelé dormir ou rêver. Dormir peut être plus que rester éveillé.
En inner dance, vous expérimentez différents états, tels que l'éveil et le sommeil. Parfois, les gens ne se souviennent de rien de leur séance de inner dance, seulement les formes, les couleurs et les énergies. C'est la conscience du sommeil par opposition à l'éveil. Être éveillé est lié à des expériences conscientes, tandis que vivre consciemment, l'inconscient, ressemble à tout en rien. Ok, je décris cela comme magnétisme infini et l'électricité comme une vibration. Cela décrit l'énergie que vous ressentez dans cet état profond de méditation ou de transe. Le magnétisme et l'électricité changent constamment et créent un sentiment d'infini. Alors le magnétisme ou le trou noir, ou ça peut être en pluriel aussi, mais la gravité, on se sent parfois collé contre le tapis, ou le magnétisme, ils sont liés au trou noir. Les séances d'inner dance peuvent rendre les gens lourds, comme s'ils pèsent beaucoup. Ça, c'est une des choses que même une personne qui vient pour la première fois ou a des doutes ou des gens sceptiques, souvent, ils ont des expériences. Je me sentais collée au sol et j'arrivais plus à me bouger. Ou j'avais un bras qui était collé au sol et j'arrivais plus à le, le lever. Alors, le son possède des propriétés de particules appelées des phonons. Et cela possède à la fois des propriétés magnétiques et thermiques. Thermique, ça veut dire euh, le son peut que parfois... Attends, je note avant tout thermique, magnétique, thermique, oui. J'espère que le mot est bien écrit. Euh, il y a quand on utilise le son, parce que ça possède justement de, euh, des propriétés magnétiques et thermiques. Quand les gens se sentent lourdes ou quand les gens commencent à avoir froid, c'est grâce au son qu'ils ont accès à ça, grâce aux phonons qui sont dans le son. Euh, le trou noir dure un temps infini grâce à un magnétisme infini et c'est extrêmement lourd. Euh, des choses cachées qui, euh, ou qui semblaient complexes peuvent soudainement devenir claires et compréhensibles. Et cela peut se produire dans votre esprit comme lorsque vous comprenez soudainement quelque chose qui était auparavant déroutant. Et émergent, on a émergent signifie que quelque chose devient soudainement visible ou compréhensible. Convergent signifie que nombreuses seules choses, concepts se ressemblent en une seule idée ou un seul concept. Alors ça, c'est émergence. Euh, j'essaie de... Et ça, c'est convergence. Voilà. Euh, l'exemple de la pyramide est utilisé pour expliquer comment les informations sont stockées dans votre cerveau.
l'information qui est stockée dans votre cerveau. Au bas de la pyramide, il y a beaucoup d'informations et au sommet, moins, mais plus concentré. Euh, Lorsque les gens parlent de devenir espace ou de devenir temps, cela peut être... non, il y a encore d'espace ici. Répétitif. On appelle ça le loop. Hein. Tu vois ça souvent quand tu parles avec quelqu'un et la personne répète à chaque fois la même chose. Ça peut être que vous le observez chez vous-même. Quand vous commencez une séance, et toujours, qu'est-ce qu'on dit au début d'une séance? Est-ce qu'on parle de notre expérience? Est-ce qu'on parle de ce qui peut être vécu? Est-ce qu'on parle, je vous conseille d'ailleurs de parler des choses que vous apprenez, peut-être, oui, d'une expérience, mais essayez aussi de changer ça, car quelqu'un qui utilise toujours les mêmes mots à chaque fois, c'est quelqu'un qui est dans un loop. Tu vois, on est dans un loop. Un loop, c'est qu'on on répète à chaque fois la même chose. Mais pour évoluer, il faut essayer de sortir de ce loop. Et pour cela, pour sortir de cela, il faut trouver de nouveaux mots ou de nouvelles idées qui aident à mieux expliquer une expérience. On peut faire toujours, ce que je conseille, c'est nous-mêmes, et c'est à ça que ça sert aussi cette étude, hein, c'est que vous arrivez à trouver des nouveaux mots, des nouvelles idées. Vous entrez dans l'espace vide qui est rempli des opportunités pour arriver à un potentiel différent que vous avez jusqu'à présent utilisé. Euh, il s'agit également de la quantité d'énergie nécessaire pour maintenir les connexions dans votre cerveau. Qu'il s'agisse du langage, de psychologie, d'anthropologie ou de la neurologie, les gens peuvent entrer dans une boucle en utilisant les mêmes mots encore et encore et encore pour expliquer quelque chose, sans faire de réels progrès. Et pour sortir de cette boucle, euh, il faut, oui, oui, c'est bien de trouver de nouvelles façons de décrire une expérience. Euh, c'est ça que, à l'achat de la maison, pour venir de nouveau à mon histoire personnelle, que j'espère que ça aidera quand je donne les exemples plutôt personnels. Je le dis pas seulement pour raconter mon histoire, parce que ça intéresse personne, mais pour plutôt vous montrer comment on utilise cette étude dans la pratique de tous les jours, comment ça peut changer une vie. Euh, Quand je réfléchissais à, OK, bon, la banque m'a dit non, je voyais mon vieux cerveau, euh, voilà, je voyais mon vieux cerveau faire, oh non, je ne sais pas faire ça, tu vois, je gagne pas assez d'argent, je suis pas assez bien, c'est pas fait pour moi. J'entrais, tu vois, de nouveau dans la répétition, le loop, on répète à chaque fois la même chose. Et je me suis dit, mais je peux sortir d'ici. Moi, je peux. Il y a du potentiel. Qu'est-ce que j'ai besoin pour sortir de ceci? Je dois parler d'une autre façon. Ça, c'est la première chose. Je dois utiliser des autres mots. Comment est-ce que je peux utiliser des autres mots? Je dois écouter des gens qui ont déjà fait ce processus, qui sont déjà dans un cerveau que moi j'aimerais bien obtenir. Je prends l'exemple de ceux-là pour pouvoir euh, créer des nouvelles connexions dans mon cerveau pour que ça vienne chez moi aussi, pour pouvoir quand même sortir de ce loop. Alors, j'ai contacté des gens qui savaient et maintenant, je sens que j'ai un autre langage par rapport à la banque. Je ne vais plus aller à la banque
en utilisant les mêmes paroles. Ça ne fonctionnait pas. Pourquoi est-ce que je vais réutiliser ça? Que je dois changer mes paroles. J'utilise des autres mots pour sortir de mon loop. Et ça me donne confiance parce que c'est comme ça qu'on sort du loop. Je vous tiendrai au courant d'ailleurs. Le rendez-vous, c'est le jeudi prochain. Euh, voilà. Pour euh, comprendre ou le potentiel, ce qu'on a, je vais vous expliquer une théorie des rêves. On appelle ça la théorie des rêves. Je vais peut-être prendre une autre page. Attends, je commence à avoir soif. Je vais envoyer vite un petit message à mon mari qu'il m'amène un peu de l'eau. Euh, voilà, ça c'est vite fait. Avant qu'on commence à parler de la théorie des rêves, on va utiliser ça parce que l'orange, c'est aussi les rêves. Théorie. C'est mon rêve de pouvoir écrire et parler en même temps. Ça, c'est encore quelque chose, mais c'est pour ça que je pratique déjà en écrivant un peu plus. Mais c'est mon rêve de pouvoir écrire et parler. Je pense qu'il y a des connexions cérébrales qui vont se faire, qui vont être avantageux dans ma vie au quotidien. Alors, on a une théorie que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime toutes les théories, mais on appelle ça en anglais, c'est received view, view theory. En français, on pourra le traduire plus ou moins comme vue théorie, reçu, view théorie reçue. Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne traduction, mais je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, les rêves sont des expériences que vous vivez pendant votre sommeil. Quand vous vous réveillez, vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Et les rêves ici sont linéaires. Oh, oui, c'est très bien. Les rêves sont linéaires, avec une histoire qui se roule. Il y a un début, il y a une fin et tout ce qui va entre, toute l'histoire, hein. Euh, pour donner un exemple, avec mes filles, les matins, euh, on parle des rêves. Quand elles se réveillent, enfin, je suis complètement fascinée par tout ce qui est rêve. Et le matin, tous les matins, on se lève et elles le savent déjà. On se met à la table pendant le petit déjeuner et je dis, parle-moi de vos rêves. Et alors, j'ai Anna, de 7 ans, euh, qui, qui parle linéaire. Alors, j'étais à l'école, j'ai rêvé, j'étais à l'école, il y a un monstre qui est apparu, j'ai eu peur, la prof a disparu, après maman et papa venaient et je suis rentrée à la maison. Très linéaire. Ça, on appelle the received view theory. Hmm. Euh, et alors, il y a une théorie qui s'appelle, euh, en néerlandais, c'est cassette théorie, théorie de la cassette, de la cassette. de la cassette. Et ça, c'est un certain Daniel Dennett. Daniel.
je ne sais pas si j'écris bien, Dennett, qui, qui a parlé de cela, de la théorie de la recette. Et lui, il dit, en fait, les rêves, ce ne sont pas des expériences linéaires. Euh, Toutes les histoires et les rêves existent en même temps. Et comme des cassettes ou comme des livres dans une bibliothèque. Voilà. Disons une bibliothèque et alors tu as plein de livres ici. Euh, à votre réveil, ce qui se passe, au lieu de le début et la fin, vous choisissez l'une de ces histoires dont vous vous souvenez. Et les rêves sont une sélection parmi des multitudes de possibilités. Comme ça, c'est ma petite Olivia. Tout se passe en même temps chez elle. Elle a 5 ans. Alors, Anna, elle a 7. Olivia, elle a 5 ans. Et elle dit, par exemple, j'étais à l'école, il y avait un monstre et une cookie. Et alors, cette cookie voulait manger le monstre. Et, enfin, et d'un coup, il y a plein d'autres histoires qui viennent dans cette histoire, qui rien de linéaire. Et ça, c'est plutôt alors la théorie de la cassette. Et la théorie de la cassette offre en fait une conscience multidimensionnelle plus large qui peut conduire à une expérience de rêve plus riche, même lorsqu'on est éveillé. Et l'idée d'avoir accès à une bibliothèque d'histoires possibles est intrigante et ouvre de nouvelles perspectives sur la façon dont nous pouvons comprendre les rêves et la conscience. Et la théorie du received. Oh, pourquoi est-ce que j'efface là? Ah oui, on va faire ça. Alors, cette théorie peut être considérée comme un peu déprimante, car elle suggère que nous sommes coincés dans notre histoire pendant notre sommeil, tandis qu'à la théorie de la cassette, euh, euh, ça nous permet d'accéder à une conscience plus large et multidimensionnelle. C'est comme une sorte de bibliothèque d'histoire possible. Et dans cette optique, le rêve ne se limiterait pas au sommeil. Vous pouvez même rêver éveillé. Et la question devient alors, quel genre de rêve aimeriez-vous vivre? Certaines personnes peuvent choisir une seule page ou même un seul mot, tandis que d'autres ont accès à une capacité, un potentiel beaucoup plus grande, à une conscience élargie comme on peut l'expérimenter dans le inner dance. Et la théorie euh, Received View Theory affirme que les rêves sont des expériences que nous vivons pendant notre sommeil. Lorsque nous nous réveillons, nous nous souvenons de ce qui s'est passé dans notre rêve, comme s'il s'agissait d'une histoire linéaire qui se déroulait. De l'autre, nous avons la théorie de la cassette, proposée par, enfin, le Dennett, c'est d'ailleurs un philosophe. Il se demandait si les rêves étaient réellement des expériences. Selon cette théorie, tous les rêves et toutes les histoires sont présentes en même temps, comme les cassettes ou des livres dans une bibliothèque. Et au réveil, nous choisissons l'une de ces histoires dont nous souviendrons. Voilà, on prend celui-là, on prend celui-là et on prend celui-là. Euh, Ces rêves sont donc pas des expériences linéaires, mais une sélection parmi de nombreuses possibilités qui existent tous en même temps. Euh, sur cela, je vais essayer de lier des choses pour vous. Euh, si on parle que des états de conscience,
Euh, on parle, voilà, être éveillé, dormir, rêver, mort, c'est des états de conscience. Mais si on peut, quand on rêve, entrer dans cette bibliothèque, quand on est éveillé, on peut faire ça aussi. Il n'y a pas de différence, c'est qu'un état de conscience. Et l'état de conscience, ça dépend de nos ondes cérébrales. On a accès à tout. Je sais pas si, mais c'est très important parce que si la vie n'est pas fixe, enfin, c'est lié aussi à ça. Est-ce que vous croyez que tout ce conditionnement, c'est vous, que c'est linéaire, que c'est comme le received view theory, ou est-ce que vous êtes conscient qu'il y a encore toute une bibliothèque, toute une euh, des potentiels qu'on n'a pas encore utilisés. Alors, qu'est-ce que je peux encore? Je vais regarder dans les notes ce que je peux encore. Euh, attends, j'essaye de voir. Hmm, peut-être que je peux parler d'un concept qui s'appelle le bilan de vie. Peut-être que je peux mettre ça ici. Normalement, à cette phase-là, je dis, est-ce qu'il y a des questions? Et on parle sur les questions que vous pouvez avoir. Mais bon, ici, ce qu'on peut voir, c'est le bilan de vie. Bilan de vie. Alors, cela se produit, par exemple, lors d'une expérience euh, near-death experience. C'est une mort imminente où vous voyez toute votre vie défiler en une fraction d'une seconde. Et le contraire du bilan de vie, on appelle ça perspective de naissance. Per- ouh, per- pers- pers- de naissance. Euh, où vous voyez toutes les versions possibles de vous-même avant votre naissance. Et pas comme ça. Lorsque le temps n'existe plus, disons que ça c'est le temps, la ligne du temps, oh, elle a disparu, voilà. Lorsqu'elle n'existe plus, il n'y a plus de différence entre ces deux-là. C'est, vous êtes toujours dans les deux, car dans une existence intemporelle, vous êtes tous déjà morts et en même temps pas encore nés. Cela suggère que vous êtes un champ d'énergie, peut-être une sorte de bulle ou de hypersphère. Et tous ces moments, euh, ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté moi-même, euh, qu'il y avait tous les moments, situations et personnes, ils existent en même temps. Et pour une raison quelconque, vous revenez sans cesse à certains moments. À chaque instant, toutes vos journées cohabitent. Vous êtes encore un bébé, mais aussi un vieux sage sur votre lit de mort. Le temps, est-ce que ça existe vraiment? Quand on essaye de se rappeler de notre jeunesse ou des expériences qu'on a vécues dans notre passé, est-ce que il y a vraiment un temps linéaire? Ou est-ce que vous êtes, euh,
Est-ce qu'il y a le temps linéaire ou est-ce que vous vous rappelez du passé tous en même temps? Vous pouvez dire, ah oui, j'avais cet âge-là, mais dans les souvenirs, il n'y a même pas le temps non plus. Euh, quand, quand on parle de la théorie des cassettes des rêves, cela signifie que vous êtes plus une victime dans votre quotidien. Peu importe que vous vivez pauvreté, divorce ou autre problème, il y a toujours d'autres cassettes ou possibilités dans votre bibliothèque de vie. L'idée est que même si vous souffrez sur le moment, quelque part dans la bibliothèque, vous vivez quelque chose de complètement différent. Peut-être pouvez-vous explorer ces autres expériences, mais même si vous ne le faites pas, elles coexistent toujours. En inner dance, il y a le trou noir et le trou blanc, un espace où toutes les possibilités coexistent. Euh, Qu'est-ce que je peux encore? Je vais regarder dans mes notes de nouveau. Euh, hum. Ah oui. Peut-être on peut parler de, de Lacan. J'ai eu une conversation avec Yves l'autre jour et j'ai mis dans mes notes que on devait parler de Lacan, de Jacques Lacan. Pendant ce temps, je vais voir que c'est Peter. Il m'emmène pas de l'eau. Puis d'instant, je vais appeler à la maison. Il regarde pas son GSM, lui. Peter, ça va sonner ici aussi. Voilà. Là, il sait qu'il doit regarder son GSM. Il me faudrait une petite sonnette comme ça. Parlons de Jacques Lacan. C'est un homme ultra intéressant et très fort parlé en inner dance. Je vous conseille aussi de faire des recherches sur Jacques Lacan, ses théories, ce qu'il parle. C'est très intéressant. Ça va nous faire comprendre mieux à nous-mêmes. Euh, Voyons ici. Jacques Lacan, qui est un psychoanalyste. Alors, pour lui, dans les travaux de Jacques Lacan, on distingue trois niveaux importants à travers lesquels, ja, maak ik ook, mijn oplader is, mijn gsm is bijna leeg. Mijn gsm bedoel, mijn nee, het is voor mijn MacBook. Dat staat, ligt beneden. Nee, dat gaat niet. Ik heb deze nodig, want dit wordt al gebruikt. Dank u. En een glaasje alsjeblieft. Jacques Lacan. Un Français qui vivait il n'y a pas si... C'est un des psychoanalystes modernes, hein. Je pense qu'il a... Je ne veux pas dire des bêtises, mais je pense qu'encore du... Il a vécu jusqu'en 1900 et quelques. Euh, alors, lui, il parle de trois niveaux importants à travers lesquels nous expérimentons le monde et nous-mêmes. Il parle du réel, l'imaginaire et le symbolique. Oké, ik ga proberen hier, waar kan ik dat ergens? Die prijs, waar is die? Daaronder. Oh nee, oh nee, oh nee. Ah, impossible ici. Ce bureau, on doit vraiment changer de maison. Bah, je vais voir jusqu'à où je ne suis pas encore en rouge. Je vais laisser un peu comme ça. On a le réel, l'imaginaire et le symbolique. Peut-être vous avez déjà entendu parler de cela.
Alors, le réel est cette réalité profonde et intangible que nous ne pouvons ni comprendre ni exprimer pleinement. Il est souvent décrit comme un état, euh, comme l'état, je vais utiliser une autre couleur pour cela, euh, archaïque. On dit ça comme ça aussi, on a archaïque ou unité. Peut-être ça c'est plus facile pour écrire, en tout cas pour moi, dans lequel tout est connecté, tout est un. Euh, et cela fait référence à un état d'être originel. Avant la dualité ou la fragmentation. Et dans cet état, il n'y a pas de division claire entre les choses. Ceci est souvent vécu dans des moments d'expérience spirituelle ou transcendante, dans lesquels nous ressentons un sentiment de connexion totale sans avoir de mots ou d'images pour cela. Ça, c'est l'état bébé aussi, où tout est un. Alors, on a aussi l'imaginaire. Hmm, c'est bien de voir. L'imaginaire est le monde de nos images, les images et nos fantasmes. C'est là que nous formons notre idée de qui nous sommes, souvent influencés par la façon dont nous voulons que les autres nous voient. Euh, dans notre époque, avec social media, les médias sociaux, nous sommes fortement concentrés sur l'image extérieure. Nous nous préoccupons de la façon dont nous apparaissons aux autres, ce qui conduit parfois à des expériences superficielles, parce que nous concentrons sur l'apparence des choses plutôt que sur leur signification. Et hier, on était à la table de Noël et je voyais des dessins sur un piano. Et il y a la tante de Peter qui dit, ah voilà, et ça sont, ces gens étaient je sais pas comment on dit ça en français, les parents de ses grands-parents, de monsieur, enfin, de l'oncle de Peter. Mais là, on s'est dit, lui, il a déjà 70 des années, alors que c'était les parents de ses grands-parents. Et on s'est dit, mais il n'y avait pas beaucoup de photos, enfin, il n'y avait pas de photos déjà. Mais quelqu'un qui fait dessiner une image, c'était pas la plupart, et je pense que chez vous à la maison aussi, vous trouvez à peine des photos des parents ou des grands-parents de vos grands-parents, parce que l'image n'était pas importante. Mais ici, maintenant, allez, toutes les 2 secondes, on peut faire une photo. On est fort centré sur l'image et sur notre image aussi. Avant, il y a dans des cultures que l'image n'est pas tellement importante. Ici, oui, mais dans les autres cultures, on s'en fout que quelqu'un a un nez très de travers ou des boutons ou des sourcils un unibrow. Et ici, c'est tellement important à cause de l'image. Qu'est-ce qui s'est passé chez nous pour que l'image soit tellement importante? Le symbolique, ici, c'est le monde du langage. Langage, les règles, histoire. Et c'est ainsi que nous donnons un sens au monde. On donne un sens au monde à travers du langage. Et c'est très intéressant d'observer ça chez les enfants. Au moment qu'ils commencent tu vois, quand tu dis, voilà, euh, ça c'est un GSM, euh, d'un coup, tu mets quelque chose, et maintenant c'est un GSM, mais on fait ça pour tout, aussi pour un arbre. On met ça dans un
on met ça dans un conteneur. Voilà. Le mot, les mots, langage, des mots, langage. En fait, c'est un conteneur. On essaye de comprendre, alors on met des mots dessus. Euh, la symbolique comprend également des mythes et des rituels qui nous aident à comprendre notre place dans le monde. Je l'ai pas ici, mais moi j'ai une fille qui adore la structure et elle a fait tout un plan de quand elle se réveille jusqu'à elle part à l'école. Elle veut comprendre, alors elle veut des rituels. On se lève, on fait ça, pour mieux comprendre sa place. Chez moi, évidemment, c'est bien raté parce que enfin, moi, j'ai pas de règles comme ça. Moi, je suis assez archaïque presque dans ma façon, où si tout est possible. Mais on essaye par euh, des rituels de comprendre notre place. Et dans cette couche d'expérience, nous utilisons les symboles comme les mots et des histoires pour réfléchir plus profondément à nos vies et au monde qui nous entoure. Alors, euh, dans notre société actuelle, euh, nous sommes souvent un peu trop focalisés sur l'imaginaire. On est... Attention que je n'efface pas. Ouais, on fait ça. On est très focalisé sur l'imaginaire, sur les images, la superficialité et surtout sur les réseaux sociaux. Et cela peut nous amener à ne pas réfléchir de manière critique et à négliger les couches les plus profondes de la réalité. Le son, par contre, nous offre un moyen de revenir à cet état. Cet état euh, euh, plus profond et archaïque. Le son est omnicentrique. Le son est omnicentrique. Et ça signifie qu'il n'est pas attaché à un point ou à un objet, comme le fait une image, mais ce qu'il nous entoure et nous relie à un tout plus vaste. Et en s'ouvrant au son, au lieu de s'appuyer uniquement, alors, ça c'est une oreille, si on s'ouvre plutôt au son, au lieu de s'appuyer uniquement sur, ça c'est un œil, hein, c'est comme un escargot, euh, sur les images, on peut renouer avec la réalité à un niveau plus profond, sans s'enlisser dans les représentations superficielles qui peuvent être trompeuses ou superficielles. Ainsi, pour être pleinement connecté au monde et à nous-mêmes, il est important que nous concentrions non seulement sur l'apparence des choses, mais également sur les sons et les expériences les plus profondes qui nous aident à pénétrer plus profondément dans la réalité. Euh, je pense que je vais arrêter ici notre conversation, euh, car je vais vous laisser sur cela des, euh, des questions que j'espère qu'elles seront pleinement. Et il faut oser poser des questions.
souvent, euh, c'est pas évident, hein, parce que inner dance, c'est quelque chose qui nous fait réfléchir à nous-mêmes. C'est-à-dire que si on veut réfléchir nous-mêmes, c'est possible que quand vous posez des questions, que vous allez avoir de retour des autres questions. C'est pas pour ne pas donner une réponse, mais c'est pour que vous allez chercher vous-même la réponse, parce que la réponse qui sort de vous va être beaucoup plus incarnée que la réponse que vous copiez. Mais c'est aussi important de euh, euh, essayer de comprendre, enfin, quand on écoute ou quand on entend une formation telle, vous allez le faire avec, euh, on va voir, avec ses couches, hein. Ici, on va avoir ces couchins, les jugements, et c'est normal. Vous ne devez pas juger vos jugements. C'est normal quand on écoute quelque chose ou quand on regarde quelque chose, c'est colorié par nos expériences, euh, mais c'est en posant des questions à vous de retour qui vont vous faire peut-être faire questionner sur les couches que vous avez. Les théories qu'on donne, c'est justement pour que c'est pas seulement pour faciliter une séance, c'est pour comprendre mieux ces couches qui sont autour de vous. Ces théories vont aider à se questionner sur les couches qu'il y a chez vous. Les couches qui représentent euh, le conditionnement, mais on est beaucoup plus que ça. Si on veut retourner, et je dis pas seulement retourner dans le réel, dans l'unité, il faudrait envisager de questionner vos couches, parce que ce sont les couches qui font que le réel est un peu caché. Le réel, la conscience, est un peu caché. On ne veut pas enlever le vieux cerveau. On ne veut pas faire ça. Attends, j'essaie de voir parce que j'avais... Oui, voilà, on retourne, on retourne toujours, on fait la boucle. J'aime bien faire la boucle. On voit presque plus rien ici, hein. Euh, le old brain qui représente le conditionnement, ce que jusque présent, qui se trouve actuellement dans votre corps. Vous en avez plein. Tout ce que vous pensez maintenant, la façon dont vous gérez votre vie, la façon dont vous répétez des choses, c'est le conditionnement, c'est le old brain, ça se répète à chaque fois. Mais on ne veut pas le enlever. C'est grâce à le old brain que mon corps pouvait encore conduire. Il y a de l'information très intéressante là-dedans. On vit encore sur la Terre, dans cette planète. On peut l'utiliser, mais je pense qu'on peut s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et c'est avec cela que Inner Dance va aider. On va combiner tout. On va regarder à notre old brain et dire, hey, merci, très intéressant. Et on va rajouter, on va revenir, on va retourner à l'état archaïque, l'état d'unité, qui est cette partie-là. Et on sait qu'on a accès à ça. Et on va combiner tout. Et c'est à ça que sert l'étude Inner Dance, pour voir qu'est-ce qu'on croit qu'on est, se conscientiser qu'il y a du potentiel et s'ouvrir à cela aussi. La suite. Euh, je vais arrêter le partage. Comment est-ce que je fais ça, ici? Voilà. Maintenant, je suis en grand. Euh, la suite. Je suis ici dans une chambre. On voit le coussin. Je n'avais pas vu. À partir de janvier, euh, je propose
la formation de 3 mois en français. Si ça vous dit, vous m'envoyez un petit message et je vous envoie l'horaire. Il y a déjà tout un horaire, c'est une fois par mois. Mais il y a une communauté, pas seulement entre vous, mais aussi des autres personnes qui veulent faire cette étude. Pour l'instant, il y en a 3 en plus de francophones qui, euh, qui ont dit qu'elles étaient intéressées, ou 4, je ne sais plus. Euh, et on va créer une communauté. Si ça vous intéresse, vous ne devez pas, ou si vous dites, oh non, les premiers 3 mois, laisse tomber, on veut entrer en mai, oui, je pense que ça va être mai, le suivant cycle, c'est chaque 3 mois. On va créer une communauté quand même très soudée, euh, dont on va parler de inner dance et on va chaque fois amener un thème. Je fais ça en collaboration avec Päivi Laradza. Lui, il fait en anglais, les globaux. Moi, je fais en néerlandais ou en français, les locaux. Mais c'est toujours la même information. Lui, il fait... enfin, c'est fou, c'est un homme le plus intelligent que je connais. Il fait en anglais. Et moi, je fais la synthèse. Je fais une synthèse basée un peu sur vous, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous avez exprimé déjà, des choses qui vous intéressent. Et je fais la synthèse aussi basée sur le territoire belge, où je vais faire un peu plus de research ou des études sur comment c'est ici en Belgique ou Europe. Et avec mes expériences dedans, tu vois, que je peux donner des exemples, un peu plus exemples que moi j'ai vécu, ou des gens que je connais qui ont vécu, pour rendre l'information, qui est quand même très complexe dans l'inner dance, pour rendre ça un peu plus digestible. Ça va être un peu comme ce que vous avez vu aujourd'hui. C'est pour cela que je voulais aussi vous le faire en français maintenant. Comme ça, vous voyez à quoi ça va se ressembler à partir de janvier, si vous décidez de faire la formation aussi de Inner Dance, les 3 mois, le cycle de 3 mois, le Inner Intensive, on appelle ça alors. Avec la différence qu'il y aura aussi les questions qui sont posées maintenant et on prend le temps pour cela. Dépendant du nombre de personnes qui sont inscrites ou qui sont présentes lors de l'appel, ça dure entre 2 heures, 2 heures et quart, 3 heures. Il faut prévoir ça. C'est toujours un jeudi à 8 heures, une fois par mois. Je pense que c'est la 3e semaine. À voir. C'est enregistré. Vous posez les questions par après dans le groupe. Voilà. Je voulais vous proposer ça aussi. Je vous souhaite encore un très joyeux Noël et de bonnes fêtes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort. Mouah